Et avec nous pour ce club, Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, économiste et éditorialiste chez Atlantico. Anne-Laure Delade, bonjour, merci également d'être avec nous, chercheuse en économie au CNRS et professeure à Paris-Dauphine. On se penchera avec vous sur les programmes des partis pour ces législatives. Quelles sont les propositions en matière de pouvoir d'achat, de salaire, de réforme des retraites et ces programmes sont-ils financièrement réalisables? On verra vos analyses. Audrey, vous avez plongé, vous le nez dans ces programmes. Oui, pour savoir ce que proposent les 3 blocs. Et on en parle tout de suite dans ce club. Et on va commencer tout de suite par le sujet de préoccupation numéro 1 des Français. C'est la question du pouvoir d'achat. Avant d'en parler avec vous, Audrey, que proposent les différents blocs ? Alors, on commence par le RN. La mesure phare du Rassemblement national, c'est la baisse de la TVA, bien sûr, de 20% à 5,5% sur les carburants et sur l'énergie. Sur un plein de 50 litres d'essence, par exemple, cela permettrait d'économiser 11,50 €. Mais en cas de victoire, Jordan Bardella devra aller demander une dérogation à Bruxelles, car cela va à l'encontre du pacte vert et de nos objectifs écologiques. La gauche, elle, prévoit de booster le SMIC et de le passer le salaire minimum de 1 398 € net à 1 600 €. Une mesure demandée de longue date par les syndicats qui n'est pas sans conséquence pour les entreprises, notamment les TPE et les PME. Des mesures de compensation sont prévues, sans détail pour l'instant. Enfin, la majorité présidentielle propose de porter à 10 000 € maximum au lieu de 3 000 aujourd'hui la prime de partage de la valeur qui peut être versée sans charge ni impôt par les entreprises qui le souhaitent à leurs salariés. Souvenez-vous, Oriane, c'était la prime Macron. Et enfin, sur les achats du quotidien, le Premier ministre a annoncé des achats groupés de fournitures scolaires afin d'obtenir jusqu'à 15% des prix. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Non, mais évidemment. Merci beaucoup, Audrey. On va continuer à voir ça avec vous. D'abord, sur une mesure qui fait débat dans cette campagne et qui est très concrète pour les gens, c'est l'augmentation du SMIC à 1 600 €. C'est une mesure proposée par le nouveau Front populaire. Est-ce que c'est une mesure qui peut marcher, Jean-Marc Sylvestre ? Tout peut marcher, hein. Il suffit de décider, mais est-ce que ça peut fonctionner longtemps ? C'est pas sûr. Et quels sont les effets pervers qu'il peut y avoir derrière cette mesure? Je crois que le Front populaire ne les a pas donnés en détail. Moi, je ne vois pas comment une entreprise normalement constituée peut décréter une augmentation de 15% comme ça, ou 14% du SMIC. Elle va pas pouvoir survivre. Donc, les estimations qu'on a faites, c'est que vous avez à peu près au niveau des PME, TPE, à peu près 300 ou 400 000 entreprises qui vont avoir des difficultés, notamment dans la restauration, dans le petit commerce, dans l'artisanat, et tout ça. Ou alors il faut le répercuter à ce moment-là au niveau du consommateur, et en termes de pouvoir d'achat, ça n'a pas beaucoup d'effet. Non, je crois que en plus c'est très difficile à financer. Ça provoque une perte de cotisation. Donc il faut les financer. Et il n'y a pas le financement derrière. Alors Delade, est-ce que c'est économiquement tenable, et notamment pour les TPE-PME? C'est la question qui se pose. Non, mais effectivement, c'est vraiment la question qui se pose, parce que je crois que l'objectif au départ, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français, notamment pour des questions même de demande, en fait, relancer l'économie via la demande. C'est pas le seul élément, mais c'en est un. Et ça peut se justifier par le fait que vous avez dans le bas des salaires, le bas de l'échelle des salaires, vous avez eu plusieurs chocs quand même, notamment après le Covid, et donc des salaires qui n'ont pas toujours suivi en fait, le niveau de vie. Donc ça se justifie de ce côté-là. Maintenant, effectivement, c'est important, faire une augmentation de 14% du salaire minimum, ça veut dire que derrière, en plus, vous allez avoir un rattrapage de l'échelle des salaires, ce qui est souhaité par le nouveau Front populaire. Mais ça peut être un choc des salaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, en fait, les grosses entreprises, elles peuvent l'absorber. Les exportatrices, par exemple, les grosses entreprises françaises exportatrices, en fait, elles ont assez peu d'employés au SMIC. Vous avez un certain nombre d'entreprises, et la majorité, qui va être complètement capable de l'absorber. Maintenant, il y a une partie de la production française qui se fait par les TPE et les PME, effectivement les petites entreprises. Et vous parliez du café, de la brasserie. Ça peut être plus compliqué parce que, en gros, si vous êtes confortable sur votre marché, que vous n'avez pas trop de concurrence, que vous avez des marges, en fait, une augmentation de salaire, ça peut s'absorber. Vous allez réduire un petit peu vos marges, mais après, vous allez avoir de l'activité et ça peut s'absorber. Sur des petites entreprises,
moi, si je devais les conseiller, je leur dirais, faites les choses progressivement. Commencez par une augmentation de 5-7%. Et ensuite, d'ailleurs, ils le disent, faites une conférence sociale, c'est-à-dire vous mettez les partenaires sociaux autour de la table, on fait le point, on dit, OK, c'est quoi, quels sont les endroits dans l'économie qui ont des difficultés, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que, par exemple, on peut mettre des aides publiques pour les TPE, PME? Est-ce qu'on peut... les aides publiques, c'est des crédits d'impôt, c'est des subventions. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une mesure là qui est assez importante, mais qui n'est pas la seule. Hein. Moi, je retiens du Front populaire, mais qui doit être ajustée par la délibération. Et de toute façon, il y aura de la délibération parlementaire. Hein. Non, je voulais simplement ajouter que, pour être un peu brutal, que c'est quand même une décision un peu aberrante, quoi. Elle est aberrante pour plusieurs raisons. Il faut n'avoir jamais mis les pieds dans une entreprise pour ne pas savoir que le chef d'entreprise est un pragmatique. Et il va se débrouiller. S'il a besoin de ses salariés, s'il ne peut plus les payer, il prendra du travail au noir. Parce qu'ils font du travail au noir. Donc c'est une porte ouverte à l'immigration, même illégale, et une relance du travail au noir. Mais c'est pas la seule raison qui me fait dire que c'est aberrant. Ce qui me fait dire que c'est aberrant, et je trouve que vous l'illustrez, eh bien, je vous embête pas avec ça, mais compenser par des aides publiques ce que va coûter le SMIC, on est chez les, enfin on n'est pas chez les fous, mais on est dans un cercle qui est complètement keynésien du siècle dernier. C'est-à-dire que toute relance par la demande ne peut pas fonctionner aujourd'hui. Il faut vraiment passer par l'offre, c'est-à-dire comment fonctionne une entreprise. Les aides publiques aux entreprises, c'est 200 milliards aujourd'hui d'euros de manque à gagner. Alors je ne crois pas que ça soit le siècle dernier, parce que en fait, ce que je veux dire, ça a été doublé. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur les programmes. Les aides publiques aux entreprises, c'est vraiment quelque chose qui existe, et au contraire, il me semble que le nouveau Front populaire veut réduire ces aides publiques en les conditionnant. Là, c'est une bonne condition. En fait, au lieu de les donner à tout le monde, parce que les aides publiques... Elles ne demandent pas d'aide. Alors, pardon, mais c'est 200 milliards par an. Alors, elles ne demandent pas, mais elles les reçoivent. Il y a ce que je veux vous dire, c'est que la logique... Le CIR reprend 30 milliards d'euros par an. Je voudrais terminer mon explication. C'est que la logique dans laquelle vous êtes, le Front populaire, comme le RN d'ailleurs, c'est une logique de relance par la demande. Non, on a tous appris à la fac ce que c'était que la relance par la demande. Oui. Dans une économie qui est déficitaire au niveau commercial, qui n'exporte pas, comme vous semblez le dire beaucoup, qui est très pauvre en industrie, ça ne marchera pas. Oui. Ça ne marchera pas. Juste, le nouveau Front populaire parle d'un prêt à taux zéro pour aider les entreprises justement à augmenter le SMIC à 1 600 €. Est-ce que c'est tenable, ça ? Oui. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un large panel de soutien possible. Pour revenir sur ce que je disais, les aides publiques aux entreprises, c'est vraiment une caractéristique depuis les années 2000. Ça existait déjà avant. Ça représente aujourd'hui 200 milliards d'euros de recettes en moins pour l'État. Je vous rappelle qu'on aurait besoin de 60 milliards de recettes supplémentaires chaque année pour réduire notre déficit. Alors justement, le crédit d'impôt recherche... Vous avez le crédit d'impôt recherche qui peut représenter 70% du montant que vous donnez. Vous n'allez pas le supprimer, le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche représente 7 milliards par an, et c'est déjà trop, puisque en fait, toutes les études d'évaluation ont montré qu'il avait des effets limités. C'est des études d'évaluation qui ont été publiées par... France Stratégie, une agence française. Juste sur ce sujet, pour rester sur des questions concrètes pour les gens, Gabriel Attal dit si on augmente le SMIC à 1 600 €, c'est un emploi sur 6, voire un emploi sur 5 qui est supprimé. Est-ce que c'est vrai ? Je le laisse libre de ses évaluations. Il y a des vrais risques pour l'emploi et pour la disparition de l'emploi. Un sur 6, ça me paraît très important, parce qu'on vient de dire que les TPE, PME étaient celles qui seraient le plus affectées, qu'on pourrait mettre en place des mesures de soutien, et les TPE, PME ne représentent pas un emploi sur 6, vous voyez. En fait, on a un problème. Enfin, moi, si je devais le faire, si je devais réfléchir... Mais est-ce qu'il y aura des conséquences pour l'emploi ? Est-ce que ça veut dire une augmentation du taux de chômage j'imagine que... Non, j'imagine que c'est pas le souhait, si vous voulez. Le souhait, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français, et ce pouvoir d'achat va se retrouver derrière dans les carnets de commandes. Mais encore une fois, je pense que c'est un choc pour certaines entreprises, mais alors... Pour certaines entreprises, il faudra mettre en place du soutien.
C'est vrai que le pouvoir d'achat se retrouve dans les carnets de commandes, mais c'est vrai aussi que, n'ayant pas le système de production pour satisfaire ces commandes, on est obligé de passer par l'importation de produits qui sont fabriqués. Donc on en arrive à subventionner l'économie chinoise ou l'économie indienne de ce point de vue-là. Ce dont les entreprises ont besoin, c'est de faire de la productivité, de la compétitivité. Elles ont besoin d'une stratégie d'industrialisation. Donc il faut qu'on s'occupe de leurs vrais besoins, c'est-à-dire d'un espace qui soit beaucoup plus clair, qui soit beaucoup moins normé, qui soit beaucoup moins réglementé pour qu'elles puissent justement innover et s'installer. Elles ont besoin de produire. Mais vous savez, il y a des secteurs en France qui n'ont besoin de rien. Vous avez des secteurs sous tension en fait, vous avez raison, qui fonctionnent très bien. Vous avez tout à fait raison, mais l'innovation, malheureusement, elle ne se fait pas avec des gens qui sont au SMIC, elle se fait avec des gens qui sont à 2,5, 3,5 fois le SMIC, avec des ingénieurs, des gens qui ont un niveau d'éducation. On n'a pas besoin de réglementation d'État, là. Mais donc, en fait, là il me semble que vous mélangez un peu les sujets parce que, en fait, vraiment, les entreprises qui exportent et qui innovent en France, c'est des entreprises qui ont très peu de personnes au SMIC. Les personnes au SMIC, elles font un travail qui est hyper utile, qui est extrêmement productif, etc., mais qui ne participe pas à l'innovation. Encore une fois, l'innovation, c'est plutôt les ingénieurs, des gens qui vont avoir 2,5, 3,5 fois le SMIC. Donc, on n'est pas du tout sur le même plan. En fait, la compétitivité internationale, elle se fait en qualité et pas en prix. On n'est pas la Tunisie, le Maroc ou la Turquie. La France, elle se bat avec... elle est en concurrence avec l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis. Et ça se fait avec des gens qui ont un niveau d'éducation élevé et qui peuvent innover dans le luxe. C'est donc sur ces créneaux-là qu'il faut travailler. Oui, mais je pense que, par exemple, investir dans l'éducation et arrêter de couper les dépenses d'éducation, ça fait partie des solutions. Pour le pouvoir d'achat des Français, le Rassemblement national veut notamment baisser la TVA et baisser la TVA sur l'énergie. Est-ce que c'est réalisable comme mesure, Jean-Marc ? Je vous dis, tout est réalisable, c'est parfaitement réalisable. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Parce que là, il y a quand même une équation européenne. Il y a une équation européenne, oui et non. C'est-à-dire que si vous baissez la TVA sur l'énergie et sur le fioul, vous allez encourager la consommation pendant que ça se sentira. Parce que je pense qu'il y aura un rattrapage par les intermédiaires. Toute baisse de TVA, finalement, est rattrapée par les distributeurs ou par les producteurs. Donc ça n'aura pas beaucoup d'effets directement. Ça aura un effet de l'espace de 2 mois, 3 mois. Mais il suffit qu'il y ait un renversement sur le marché international des prix de l'énergie et puis hop, c'est absorbé. Petite précision. On aura perdu 7 à 10 milliards, pardonnez-moi. Il faut aller demander une dérogation à Bruxelles parce qu'en fait, les 27 se sont mis d'accord pour ne pas baisser cette TVA en dessous de 15,5%. Et ça, pour respecter nos accords environnementaux. Oui, bien sûr. Et donc, pour demander ce rabais, la Pologne l'a déjà fait, il faut l'accord des 27. Et en fait, la Pologne, elle n'a pas eu cet accord et elle s'est mise en procédure d'infraction. Donc là, potentiellement, l'idée, c'est de se mettre en infraction et d'attendre d'éventuelles sanctions. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir sanctions. Vous avez un certain nombre de mesures proposées par les deux partis extrémistes qui sont en contravention avec les règlements communautaires, alors qu'elles affirment confirmer leur adhésion à l'Europe et leur respect des règles de l'euro. Je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle vous avez raison que, en fait, ça révèle effectivement l'attitude que le Rassemblement national a vis-à-vis de l'Europe. Premièrement. La deuxième raison pour laquelle, de toute façon, il me semble que c'est compliqué qu'ils la mettent en place, c'est qu'ils ont estimé que ça coûtait 12 milliards d'euros, eux-mêmes, et Bercy 17. Alors on va faire une moyenne, on est à 15. En réalité, on disait tout à l'heure qu'on a un déficit public. Il ne vous aura pas échappé qu'on a besoin de récupérer des recettes. Et là, ils sont en train de nous expliquer qu'ils vont creuser en fait, le déficit, parce que ça coûte 15 milliards d'euros. Alors on nous a dit la semaine dernière qu'ils allaient retirer une exonération, une niche fiscale sur les armateurs. J'ai regardé, en moyenne, cette niche fiscale, elle a coûté à l'État 80 millions d'euros par an entre 2000 et 2021. En fait, il y a eu un moment où elle a coûté plus cher, 5 milliards. Déjà, on n'est pas à 15 milliards. Et c'était à cause du Covid. Vous voyez, c'était en fait des circonstances exceptionnelles. Donc, je trouve que c'est un super exemple parce que ça montre que, vraiment, c'est pas sérieux. Il n'y a rien en face. Comme le disait Jean-Marc, d'abord,
ça va être absorbé dans les marges des distributeurs. Ça va profiter. Vous disiez que ça allait être... C'est combien pour un plein, vous disiez, enfin, je 11,50 € sur un plein de 50 litres. C'est super pour quelqu'un qui va prendre sa voiture tous les jours pour aller travailler et qui est au SMIC. Est-ce que vraiment 11,50 € c'est important pour le cadre supérieur qui, en fait, 11,50 €, il s'en fiche un peu, si vous voulez, ça ne va pas lui changer sa vie. Et ça, c'est le genre de mesure qui est vraiment... Parce que pas ciblée. Non, elle n'est pas ciblée et elle coûte 15 milliards. Donc vous voulez faire quelque chose qui coûte 15 milliards et qui va, en fait... Il n'y a aucune justice sociale là-dedans. Et ça révèle il aurait mieux valu initier un certain nombre de techniques des chèques énergie distribués à des catégories qui en ont véritablement besoin pour leur travail, parce qu'il n'y a pas de transport, parce qu'il y a tout ça. Ou alors on développe les transports publics, on fait plus d'efforts sur les mobilités, et c'est quelque chose que propose, à mon avis, le nouveau Front populaire avec les recettes qu'il lève, quoi. Autre question que se posent les Français, à quel âge pourront-ils partir à la retraite? Que proposent les partis, Audrey? Je commence par la gauche, vous le savez, elle s'est battue dans la rue et au Parlement contre la réforme des retraites qui allonge l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans. C'est donc tout naturellement qu'elle propose de l'abroger, ce très rapidement, dans les 15 jours après son éventuelle victoire le 7 juillet. Du côté du RN, Jordan Bardella cible les travailleurs qui ont commencé tôt, retraite à 60 ans dès cet automne pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont leurs 42 annuités. Pour les autres, il y a eu une tentative d'explication mardi soir lors du débat des candidats, et là ça devient un peu ironique. Le patron du RN prévoit un départ à 66 ans pour ceux qui ont commencé à 24 ans, soit 2 ans de plus que le plafond de la réforme d'Emmanuel Macron, que son parti avait pourtant pourfendu. Pour la majorité présidentielle, justement, on ne change pas la réforme, mais on augmente les pensions. Gabriel Attal promet une indexation des pensions sur l'inflation dès la fin de l'année. Et là aussi, la question, est-ce qu'il est tenable pour le régime de retraite d'abaisser à nouveau l'âge de départ? Écoutez, je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai pas compris grand-chose de ce qui allait se passer. Franchement, y compris d'ailleurs à la suite du débat qu'il y a eu entre les 3 leaders sur TF1 cette semaine. Ce que j'ai compris en revanche, c'est qu'on a fait passer un message auprès de la population sur le fonctionnement même de la retraite par répartition. C'est que chacun des dirigeants, tous les dirigeants de chacun de ces 2 programmes, là, les 2 responsables, se sont aperçus qu'ils étaient coincés quand même, finalement. C'est que la retraite par répartition, ça ne fonctionne que d'un côté parce qu'il y a des cotisants, c'est-à-dire des gens qui travaillent, et de l'autre côté parce qu'il y a des retraités. Et l'équilibre dépend du nombre d'actifs par rapport aux inactifs, et dépend aussi du montant des cotisations que l'on décide de fixer, et du montant des pensions. Et donc, on en revient finalement à une retraite un peu par points dont parlait Berger pendant la négociation sur les retraites. Laurent Berger, qui était le patron de la CFDT. Oui, voilà. Et en fait, ça va être une retraite qui va être très individualisée. C'est vrai que si vous avez commencé à travailler tôt, vous avez engrangé un certain nombre de points qui peut vous permettre de partir plus tôt, avec une retraite peut-être plus... Ouais. Et si vous voulez continuer de travailler au-delà de cette date limite d'annuité, vous aurez une retraite plus importante. Donc c'est vrai qu'on n'a pas... Hein. Ouais. C'est quand même intéressant parce que je pense que de façon pédagogique, d'abord je pense que l'opinion publique s'est aperçue que la retraite qui avait mis la France dans la rue pendant quelques semaines, finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça, la réforme, parce qu'on va retomber un peu sur ces pieds-là. Et puis, d'autre part, les partis politiques sont arrivés à un peu plus de raison et de responsabilité. Oui, c'est vrai que c'était un peu flou pendant le débat, mais est-ce qu'au moins, ce qu'on a compris, c'est qu'aucun des 3 blocs, Gabriel Attal, on s'en doutait, mais ni la France Insoumise, ni le Nouveau Front Populaire, ni le Rassemblement National ne peuvent revenir à la retraite à 60 ans à taux plein. C'est ça qu'on a compris du débat, c'est que personne ne partira à la retraite à 60 ans à taux plein, excepté les carrières longues, évidemment. Alors, c'est intéressant que vous ayez dit France Insoumise alors que c'est le Nouveau Front Populaire. Je pense qu'on l'entend assez souvent. C'est parce que c'est Emmanuel Bompard qui parlait. Assez souvent sur les plateaux. C'est important de se souvenir que c'est une coalition et qu'il y a plusieurs partis dans cette coalition. Et effectivement, moi, ce que je lis sur le programme du Nouveau Front Populaire, c'est une abrogation rapide, donc dans les 15 jours, de cette réforme qui était extrêmement impopulaire. Donc, abrogation, ça veut dire que, comme elle vient d'être mise en place, en fait, dans les finances publiques, ça va coûter très peu d'argent parce qu'on vient de la mettre en place, donc on a fait très peu d'économies. À long terme, ça va avoir un effet en 2032. Maintenant, il y a l'objectif, effectivement,
un objectif d'une retraite à 60 ans. Il faut voir les conditions dans lesquelles ça peut être mis en place. Moi, ce que je retiens juste, c'est que vous avez effectivement des carrières longues, des gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans et surtout des carrières pénibles. Je crois que l'objectif d'une société plutôt aisée comme la nôtre, ce serait de se dire, quelqu'un qui a travaillé à 18 ans et qui a été dans des carrières pénibles, dans des boulots compliqués, dans des usines, à la caisse, une infirmière ou quoi, en fait, ils ont le droit de partir dans des conditions dignes à 60 ans. Et ça, je pense que ça représente 20% de la population. En fait, il y a une personne sur 5 en France qui peut revendiquer une retraite à 60 ans pour avoir une vie encore correcte après. Ensuite, moi, je suis universitaire. J'ai commencé à travailler très tard parce que j'ai fait des études longues. Et en plus, j'ai eu de la chance de faire des études longues. Ça ne me choque pas du tout de travailler longtemps. Et ça tombe bien parce que le système français, ce n'est pas simplement un âge, c'est des annuités. En fait, il faut que vous ayez fait des annuités. Aujourd'hui, ce serait un retour à 43 annuités. Si vous n'êtes pas dans une carrière pénible, que vous avez commencé comme moi après 20 ans, moi, ça ne me choque pas de travailler plus longtemps. Vous voyez ? Donc, c'est ça, en fait, le projet. Oui, mais ce qu'on a compris du débat, c'est que même du côté du Nouveau Front Populaire, est-ce que ce n'est pas un peu une fausse promesse, la retraite à 60 ans ? Alors, encore une fois, dans le programme du Nouveau Front Populaire, c'est objectif. Voilà. 60 ans. Mais est-ce que c'est un objectif, c'est-à-dire parce que Manuel Bompard lui-même, il dit, vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous partirez à la retraite à taux plein à 64 ans. Vous pourrez partir à 60, mais il y aura une décote. Oui, voilà. Non, mais c'est ça. C'est là où je dis, ils ont révélé la vérité du texte. Et on retombe sur le texte initial. En fait, là, je crois que pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous voulez, si vous avez commencé à 24 ans et que vous n'avez pas fait toutes vos annuités, ce serait effectivement un transfert énorme des jeunes vers les vieux, en fait. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, c'est appuyé sur des cotisations. Si on met tout le monde à 60 ans, même moi qui ai commencé tard, ça veut dire que, en fait, je demande à mes enfants de financer ça. Donc là, non. En revanche, le débat des retraites, il s'est fait l'année dernière. Il y a eu beaucoup de gens dans la rue. Cette réforme était extrêmement impopulaire. Il me semble que c'est intéressant qu'on puisse abroger cette réforme. Alors, on termine par la question des impôts, parce que, évidemment, c'est aussi un sujet d'inquiétude pour les Français. C'est quoi les propositions des 3 blocs en matière de fiscalité ? La gauche propose un choc fiscal avec une réforme complète de l'impôt sur le revenu pour le rendre plus progressif. 14 tranches d'impôt au lieu de 5 actuellement. De l'aveu du Nouveau Front Populaire, les personnes qui gagnent plus de 4 000 € paieront plus d'impôts. Autre mesure, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'ISF, mais climatique cette fois-ci, pour financer la transition écologique. Ce qui contraste avec le bloc de la majorité présidentielle qui s'est engagé à ne pas engager justement d'augmentation d'impôts. Elle les réduit même sur les successions. Aucun prélèvement de l'État, jusqu'à 150 000 € de succession par enfant et 100 000 € pour les petits-enfants. Quant au Rassemblement national, il compte alléger la fiscalité des familles pour relancer la natalité. Actuellement, sur les 2 premiers enfants, on compte une demi-part fiscale. Il souhaite passer à une part fiscale entière dès le 2e enfant. Autre mesure qui, elle, fait plus polémique, l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans pour éviter qu'ils ne quittent la France. Certains dénoncent une rupture d'égalité. Voilà, on voit évidemment, là on a des visions opposées évidemment sur ce sujet des impôts, mais juste compte tenu de la situation financière du pays, est-ce qu'il est possible de ne pas augmenter les impôts dans les années à venir ? Écoutez, la situation financière du pays, elle est assez paradoxale. C'est vrai qu'il sera difficile de ne pas augmenter les impôts, mais encore faut-il savoir quel type d'impôt et mesurer les effets pervers que ça peut avoir sur l'activité. Je n'ai pas beaucoup de solutions de ce point de vue-là. Je dis qu'elle est paradoxale, la situation financière, parce que c'est vrai que nous avons 3 000 milliards ou 3 100 milliards de dettes qui a d'ailleurs une maturité assez longue et qui a été contractée à des taux qui sont relativement faibles, donc qui aujourd'hui ne coûtent pas encore trop cher, mais dans 3-4 ans va coûter cher. Mais on a aussi, et c'est ça qui est paradoxal, aucun parti politique n'en a parlé, on a aussi une masse d'épargne liquide, disponible, réalisable, qui ne sert strictement à rien. 3 000 milliards
à caisse d'épargne, et on a aussi 3 000 milliards en dépôt à vue, non rémunérés dans les banques, que ce soit par les entreprises ou par les particuliers. On a en gros 6 000 milliards. Mais vous comprenez que les agences de notation, elles soient finalement assez prudentes pour la France, elles soient assez zen, et vous comprenez aussi que le spread avec les Allemands, finalement, ne s'inquiète pas. Donc il y a une garantie là. Alors, est-ce que chaque parti politique, chaque homme politique se dit « je vais quand même pas commencer à parler de l'épargne française parce que ça va effrayer mes électeurs ». Mais franchement, derrière, tout le monde y pense. Hein. Tout le monde sait que ça existe. Hein. Donc, on est un pays qui paye très bien l'impôt. Hein. On a une soutenabilité de l'impôt qui est très forte. Et deuxièmement, on est un pays qui est le premier pays avec le taux d'épargne le plus élevé du monde. C'est donc quand même un pays qui est inquiet. Hein. Alors, sur les impôts... Vrai ou faux ? Je ne crois pas sur l'épargne, mais je ne connais pas le chiffre par cœur, mais je pense que les Italiens sont un peu plus hauts que nous. Mais alors, sur les impôts, sur les recettes, en fait, ça c'est vraiment intéressant parce que c'était intéressant que vous disiez les deux extrêmes, parce que c'est encore une fois une rhétorique... les deux extrêmes en tout, voilà, c'est une rhétorique de la majorité présidentielle. C'est intéressant de parler d'extrême quand ça représente 60% de l'électorat, mais voilà, certes. Et puis alors là, on est vraiment sur des programmes très très différents. Vous avez un programme, le Rassemblement national, qui ne finance pas ces mesures et qui baisse les recettes. On a besoin de 60 milliards d'euros supplémentaires, de recettes supplémentaires ou de baisse de dépenses, pour réduire notre déficit et atteindre l'objectif des 3%. Si vous voulez réduire les dépenses, allons-y. On va baisser dans l'éducation, dans la santé, dans les transports, en gros, dans les services publics. Je ne suis pas sûre que les Français souhaitent la dégradation encore davantage des services d'urgence, par exemple, ou ne pas avoir de profs à la rentrée pour leurs enfants. C'est très concret, ça. Quand on nous dit effectivement des allègements fiscaux, alors carrément pas d'impôts pour les gens moins de 30 ans, vraiment, ça n'est pas sérieux d'un point de vue budgétaire. Ça n'est pas consciencieux. On peut les exonérer, On a besoin de 60 milliards d'euros. En face, vous avez le Front populaire, le nouveau Front populaire, qui est le seul programme qui propose des nouvelles recettes. Et moi, en tant qu'économiste, c'est pour ça que, sans leur donner mon blanc-seing, j'ai signé cette tribune de soutien avec 300 autres économistes il y a 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est extrêmement rassurés en tant qu'économiste de se dire, d'accord, on a fait le chiffrage la semaine dernière avec Lucas Chancel et Élise Huillery, qui sont deux profs aussi. On a publié ça chez Terra Nova. En moyenne, dans notre scénario moyen, on a 90 milliards de recettes en plus. On peut aller jusqu'à 120 milliards dans la fourchette haute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous commencez l'année en ayant la capacité de réduire progressivement votre déficit rapidement, et d'engager des dépenses. Pas uniquement dans les impôts supplémentaires. Alors, les 90 milliards, les 90 milliards, c'est que de la recette d'impôts. C'est que de la recette supplémentaire, ouais. Et ça se fait où ? Vous disiez, je n'ai pas la solution. Alors, la solution, elle est vraiment devant les yeux. Vous avez une accumulation de patrimoine de 200 à 1200 milliards d'euros, fois 6 en 10 ans, chez les personnes les plus aisées. Le nouveau Front populaire propose de tirer un ISF, de lever un nouvel ISF qui rapporterait 20 milliards. 20 milliards sur les 1200 milliards de patrimoine. C'est pas élevé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre éclairage. Merci. On continue à parler de ces législatives. C'est la une de la presse régionale. Sans grande surprise, les législatives à la une de la presse régionale. Oui, avec une France divisée à l'approche d'élections qui redessinent déjà le paysage politique national. L'ancien clivage gauche-droite a laissé place à 3 grands blocs, souligne le Dauphiné libéré. Division aussi entre ville et campagne. Le Courrier de l'Ouest parle d'une élection grand écart donc entre ces villes et ces campagnes, en mettant un coup de projecteur sur la 6e circonscription du Maine-et-Loire, très urbaine d'un côté, très rurale de l'autre, et les préoccupations sont très différentes. C'est un challenge pour les candidats. D'un côté, on a le maintien de l'emploi en milieu rural, de l'autre, l'insertion dans les quartiers sensibles. Le Télégramme, une interview de Marine Le Pen. Oui, alors vous ne la verrez pas en une, peut-être que l'interview a été réalisée après l'envoi de la une rotative, mais il faut quand même s'y pencher parce qu'on y apprend que Marine Le Pen refusera la présidence de l'Assemblée nationale si l'occasion se présente. Que voulez-vous que je fasse à la présidence de l'Assemblée ? Je me fiche des postes honorifiques, dit-elle. Autre passage intéressant sur la défense française. En
En cas d'arrivée du RN à Matignon, elle annonce la couleur. Chef des armées pour le président, c'est un titre honorifique, mais c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. À bon entendeur, Jordan Bardella n'a pas l'intention d'être dans la querelle, mais des lignes rouges ont été tracées, pas d'envoi de troupes en Ukraine. Quelques jours avant le vote, je continue sur les législatives, la Voix du Nord signe un dossier passionnant et se demande pourquoi les femmes votent moins. D'après un sondage IFOP, elles sont 53% à s'être abstenues aux dernières européennes contre 44% pour les hommes. Alors la Voix du Nord est allée leur tendre le micro. Elles répondent « Il n'y a que des polémiques, pas de sujets qui concernent ». Elles aimeraient notamment qu'on parle plus des violences conjugales, de l'égalité de salaire ou encore de l'accès aux soins. Un mot rapidement, parce que les législatives, ça freine pas le tourisme, et notamment en Corse. Non, et c'est ce que précise Corse ce matin. Il n'y a pas eu de pic d'annulation à l'annonce de ces élections surprises. Peut-être la raison pour laquelle on enregistre un nombre de procurations si important, quasiment 2 millions depuis le 10 juin dernier, Oriane. Merci Audrey, merci beaucoup pour cette revue de presse. Merci Anne-Laure Delatte, merci Jean-Marc Sylvestre d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendu avec Thomas Hugues pour Sens Public et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.